C'est bon. C'est bon, on y va? On y va. Top. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tov. Donc après cette longue introduction des fêtes de Pessah, on va reprendre les shiurim sur les ilchot de Shabbat, ilchot Bishul. Attends. Top. Donc on a commencé les shiurim, on a commencé à étudier la melacha de Bishul. Mais comme pas tout le monde était là, donc il va falloir reprendre depuis le début la melacha de Bishul. On m'entend bien là, c'est bon? Parce que je vois personne, je vois rien. C'est bon? Ah oui, on vous entend bien. Combien on est de personnes là pour savoir? Combien il y a de personnes dans le cours? 4, 5. 4-5, tout le monde est connecté. Top. C'est un peu bizarre pour moi parce que je vois rien du tout sur l'écran, mais on va essayer, on va commencer. Donc on demande. On va faire intervenir Marcelo plus tard. Ouais. Là, on va commencer. Ok. Top. Donc comme j'ai dit, on a commencé la melacha de Bishul. La melacha de Bishul, donc il faut de... Allô? Oui, on t'entend. Ah ok, non, ben, tout s'est éteint chez moi, c'est très bizarre. Bon. Voilà. Changer, donc d'abord il faut définir la melacha. D'accord? On définit la melacha de Bishul. Et c'est une melacha qui est assez longue. Et comme on l'a déjà fait, mais pas tout le monde était là, donc on va reprendre les points essentiels de la melacha. Alors avant tout, il faut... une seconde. Avant tout, il faut définir la melacha. Où est-ce que c'était au Mishkan, cette melacha de Bishul? Alors au Mishkan, on avait besoin dans la fabrication de cuire des peintures, fabriquer une peinture. Comment on fabrique une peinture? On prend des graines de couleur, on les met dans une marmite et on fait cuire ces graines. En faisant cuire ces graines, on obtient de la peinture. Pour la fabrication de Mishkan, on avait besoin de teindre les pots dans différentes couleurs, donc il faut fabriquer la peinture. Donc comme ça on prend une marmite d'eau bouillante, on met des graines de couleur à l'intérieur, qu'on a semées, qu'on a récoltées, qu'on a qu'on a fait toutes sortes de choses, qu'on a moulu. Après on met ça dans de l'eau et ça cuit. Et on obtient de la peinture. Donc ça c'est ce qu'il y avait au Mishkan. Donc cet acte, c'est l'action de la melacha de Bishul. Maintenant, nous on va appeler ça melechet Bishul. Bishul c'est cuire. Pour cuire, il y a plusieurs sortes de cuisson. Il y a cuire avec de l'eau bouillante, il y a cuire dans le four, il y a griller à la hèche et il y a frire. Chacun il a un nom spécial. En hébreu, il y a Bishul, Afia, Tigun, Tzliya. Mais peu importe, il y a un point commun à toutes ces actions-là. Quel est le point commun à ça? C'est que je transforme quelque chose par l'intermédiaire du feu, d'une source de chaleur. D'accord? Le point commun à la friture, au grillage, à la cuisson d'un pain ou la cuisson de quelque chose, une cuisson, c'est que je vais transformer quelque chose par l'intermédiaire du feu. Donc ça, bien sûr, il y a des dérivés, ça s'appliquait sur toutes sortes de choses. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est définir tout d'abord l'action de Bishul, comme on fait dans toutes les mélachot. Le plus important qu'il y a, c'est de définir l'action. Si on définit bien l'action, comme on a dit toujours dans toutes les mélachot, mélacha, c'est pas seulement traduire un acte, c'est définir l'acte. Alors en une phrase, la phrase clé en fait de tous les cours à venir, parce que cette mélacha de Bishul, elle va nous prendre plusieurs cours. D'accord? Donc pour ça, vraiment juste en tant qu'introduction, ce qui est bien, c'est comme maintenant on commence une nouvelle série de cours sans interruption de fête.
à part la fête de Shavuot qui va tomber un dimanche, dans plusieurs semaines. Mais l'essentiel pour profiter pleinement de ces shiurim, c'est d'être régulier. Parce que si on rate un cours, il manque des notions et après on ne comprend plus ce qui se passe les cours d'après. À moins d'écouter ça enregistré, mais c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que je reprends depuis le début, nouvelle melacha. D'accord, je reprends en bref. Donc, comme on a l'habitude dans tous nos cours, de définir d'abord. Et cette définition, en fait, ça va être la phrase de base de tous les shiurim à venir. Donc, c'est une phrase qui est très très concentrée. Et en fait, tous les cours, ça va être de développer cette phrase. Quelle est la phrase de la définition de Melechet Bishul? C'est comme ça. Changer d'état un aliment ou un objet par l'intermédiaire d'une source de chaleur. Je reprends la phrase. Changer d'état un aliment ou un objet par l'intermédiaire d'une source de chaleur. Alors, il y a deux points importants dans cette phrase-là. Premièrement, c'est changer d'état. Alors ça, il faut bien le développer. Qu'est-ce que ça veut dire changer d'état? Et deuxième grand point qu'il faut développer, c'est qu'est-ce qui s'appelle source de chaleur? D'accord? Alors, si on commence à développer la phrase changer d'état, le Rambam, le Maïmonide, dans son livre, il nous dit comme ça, il nous décrit comme ça. C'est durcir une substance molle ou ramollir un élément dur. Donc ça, c'est changer d'état. De dur à mou ou de mou à dur. Et ça, par l'intermédiaire, que ce soit sur un aliment, que ce soit sur un objet, et ça, c'est par l'intermédiaire d'une source de chaleur, que ça ici, il faut développer. D'accord? Donc ça, on va par la suite, on va bien expliquer ce que c'est ce changer d'état. Durcir une substance molle ou ramollir un élément dur. Ça, c'est la définition. Un aliment ou un objet changer d'état par l'intermédiaire de la source de chaleur. Donc tout de suite, on va développer ça. Avant de développer, il y a deux remarques à faire dans cette action-là de Melechet Bishul. Tout d'abord, on a défini l'action de Bishul. Ça, c'est définir qu'est-ce qui s'est passé ici. Il y a eu une transformation. Donc si je reviens au Mishkan, il y avait une poudre de graines de couleur. Et le fait de cuire ça, j'obtiens une peinture. Il y a eu une transformation ici qui s'est faite. Par quoi? Par l'intermédiaire d'une source de chaleur. Donc ça, c'est le point de base de la Melacha qu'on a vu au Mishkan. Et après, on va appliquer ça sur plein de choses. Mais avant de développer ça, il faut préciser quelque chose. Vous savez, dans cette Melechet Bishul, c'est une Melacha qui met en jeu plusieurs notions en même temps. Il y a plusieurs notions qui vont venir en même temps. C'est pour ça que dans les cours, on va étudier ça de manière progressive. Je ne veux pas parler de toutes les notions en même temps. Pour l'instant, en premier temps, on va d'abord définir la notion de Bishul. Définir bien la Melacha. Et après, on va rajouter plein de notions. Par exemple, il y a une autre Melacha dans les 39 Melachot qu'il ne faut pas confondre et qui rentre en jeu lorsqu'on cuit. Quelle est cette Melacha? En général, quand on cuit, il faut d'abord quelqu'un qui cuit. On va prendre par exemple, il prend une allumette, il allume le gaz, il crée une flamme. Et après, avec cette flamme, il peut cuire. On ne peut pas cuire sans feu. Alors, il faut savoir que cette étape-là, d'allumer mon allumette et d'allumer le gaz, c'est pas la Melacha de Bishul. Ça ne s'appelle pas cuire. C'est une autre Melacha. C'est une Melacha qui s'appelle Mav'ir, c'est-à-dire consumer. Qu'est-ce qui se consume? Le gaz. D'accord? Ça veut dire que quand maintenant j'allume mon allumette, c'est le bois de mon allumette qui se consume. Lorsque je vais approcher cette allumette et que je vais ouvrir le gaz, c'est le gaz qui va se consumer. Donc il y a en allumant une allumette et en allumant ma flamme, je fais deux Melachot de Mav'ir. D'accord? Parce que le feu, il peut exister que s'il y a quelque chose qui se consume. C'est comme ça que le feu existe. Donc toute cette étape-là, elle n'a rien à voir avec la Melacha de Bishul. Ça, c'est une autre Melacha. Ça, il faut savoir. Il faut bien définir ça avant de commencer, il ne faut pas se tromper. Donc c'est quoi Bishul? Bishul, c'est une fois que la flamme existe. Ça veut dire que je l'ai allumée avant Shabbat. D'accord? Une flamme, ou bien une flamme qui est existante. L'acte, maintenant on va définir l'acte. On a défini l'action, maintenant on va définir l'acte. L'action, c'était de transformer, c'est ce qui se passe. L'acte, c'est quoi? C'est d'approcher quelque chose sur cette flamme.
C'est-à-dire l'action de poser, d'approcher vers la source de chaleur, ça s'appelle Melechet Bishul. D'accord? Si par exemple, je pose une marmite avec un aliment qui est cru, donc que je veux transformer de cru à cuit, mais je pose ça quelques minutes avant l'entrée de Shabbat, donc ça va se cuire pendant Shabbat, et bien je n'ai pas transgressé la Melacha de Bishul. Pourquoi? Parce que l'acte, définition de l'acte, c'est approcher un aliment sur une source de chaleur. Mais ça, il faut le faire Shabbat. D'accord? Si on fait ça avant Shabbat, même si ça se cuit de soi-même pendant Shabbat, je n'ai pas transgressé la Melacha parce que je n'ai pas fait l'acte. Pour faire une Melacha, il faut faire l'acte. L'acte, c'est amener un aliment que je veux transformer sur la source de chaleur. Ça, c'est l'acte. Et la définition de l'action, c'est la transformation. D'accord? Donc, c'est les deux choses. Il y a l'acte et la transformation. Quand je parle de cet acte, il y a quelque chose d'intéressant de cette Melacha. C'est que la Melacha de Bishul, elle est différente des autres Melachot. C'est qu'il faut un certain nombre, comme on a dit en définition, on a dit changement d'état. Un changement, ça ne se fait pas en une seconde. Si la définition de cette Melacha, il faut qu'il y ait un changement, le changement, il n'est pas automatique. C'est pas comme par exemple les autres Melachot ou par exemple cueillir. Que si je dis que cueillir, c'est découper, comme on a dit, de couper de sa source vitale, ça se fait en une seconde, ça. Dès que je fais l'action de couper, ça y est, c'est fini, j'ai déconnecté de sa source vitale. Mais pour cuire, pour transformer, il faut du temps. Donc l'action, ça va être comme ça va être d'amener pendant Shabbat sur une source de chaleur un élément. D'accord? Ça c'est l'action. Maintenant, la Melacha n'a pas encore été faite. La Melacha, elle va se faire lorsque ça va se transformer. Mais ça se fait automatique. Maintenant, il ne faut pas dire que le fait que ça ne s'est pas encore fait, et le fait de poser ça sur une source de chaleur, ça s'appelle gramma, si vous vous rappelez cette notion. Gramma, ça veut dire causer. Parce que, en approchant de la source de chaleur, je vais causer que la chose va se cuire. Alors ça ne s'appelle pas gramma. Étant donné que c'est comme ça qu'on cuit, d'abord on pose et après ça va cuire de manière automatique. Donc l'action qui me rend chayav et qui dit que j'ai transgressé cette melacha de Bishul, c'est d'amener un aliment ou un objet que je veux transformer sur la source de chaleur pendant Shabbat. Ça c'est la melacha de Bishul. Si je fais ça avant Shabbat, même si ça va se cuire pendant Shabbat, l'action je l'ai faite avant Shabbat, donc il n'y a pas de melacha. Si je pose ça pendant Shabbat, même si au moment où je pose, il n'y a pas encore la définition qui se passe, mais ça va se faire automatiquement, et c'est comme ça qu'on fait, donc c'est la melacha de Bishul a été transgressée. Mais il faut une condition, il faut poser et que le temps, qu'on va définir par la suite, s'est écoulé, que le changement s'est fait. Clair? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ça c'est l'action de Melechet Bishul. Maintenant, bien sûr, il faut, comme on dit dans toutes les introductions, il faut un certain shi'ur, une certaine mesure pour transgresser cette melacha. Et ça, c'est peu importe, parce que même si on ne fait pas le shi'ur, c'est aussi interdit. Mais il faut savoir que pour transgresser pleinement une vraie melacha, il faut un certain shi'ur. Par exemple, dans les aliments, il faut cuire une quantité de 18 grammes. Moins que 18 grammes, c'est pas encore important pour dire que j'ai transgressé la melacha. Mais bien sûr, quelqu'un qui cuit moins que 18 grammes, c'est interdit. D'accord? Donc maintenant, on va continuer à développer ce qu'on a dit tout à l'heure. On va prendre le point de la définition, changer l'état d'un objet ou d'un aliment par l'intermédiaire d'une source de chaleur. Alors pour l'instant, comme on ne va pas expliquer maintenant, on ne va pas développer ce que c'est la source de chaleur, donc on va dire qu'on va parler d'une flamme. J'ai devant moi une flamme existante depuis l'entrée du Shabbat. Alors, qu'est-ce qui s'appelle changer l'état d'un aliment? Je vous donne quelques exemples. Par exemple, j'ai une bougie, un morceau de cire, on va dire, pas une bougie, j'ai un morceau de cire, je le pose sur sa flamme, et maintenant, cette bougie, elle se transforme, je la fais fondre. Donc maintenant, j'ai une cire fondue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai transformé, j'ai changé d'état ma bougie, qui était dur, je l'ai ramolli. Donc il y a un changement d'état ici. Donc c'est transgressé la melacha de Bishul. Pareil, j'ai un aliment qui est cru, je le mets
sur le feu et il devient cuit. Donc exemple, j'ai de la viande par exemple. On voit la différence. Vous allez voir ce que le Maïmonide a dit maintenant, de durcir une substance molle ou ramollir un élément dur. Si je mets un morceau de viande, dans une marmite d'eau, qu'est-ce qui va se passer avec le morceau de viande? Il va se ramollir. Parce que la viande qui est crue, c'est très dur à couper. Essayez de couper une viande crue. Lorsque maintenant je l'ai mis dans ma marmite et que je l'ai cuit, ben c'est facile, je peux même prendre un couteau en plastique et la couper. Donc elle s'est ramollie. Une viande cuite, je ramollis cette viande par l'intermédiaire d'une source de chaleur qui est ma marmite sur le feu. Donc ça c'est un exemple de Melechet Bichoul. Le pain, c'est l'inverse qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le pain? J'ai une pâte qui est molle, je la rentre dans le four, elle va devenir dure. Donc ça c'est ce qu'il a dit le Maïmonide au début dans la définition. Durcir une substance molle, ça c'est dans les aliments en général, ou bien ramollir un élément dur. C'est par exemple ce qui se passe avec... Non, ramollir un élément dur c'est dans les cuissons, et durcir une substance molle c'est dans la cuisson du pain. Donc c'est deux exemples. Donc j'ai changé le statut. Une viande crue c'est pas une viande cuite, une pâte c'est pas un pain. Donc ça c'est la mélacha de Bichoul. Maintenant, même si mon aliment, il est mangeable cru. Exemple, je vais faire une compote de pommes. Ma pomme, elle est mangeable avant de faire la compote. Quand même, ça s'appelle j'ai transformé. J'ai cuisiné ma pomme, je l'ai transformée d'une pomme dure en pomme qui est molle et me donne une compote. Donc j'ai transformé ici. Donc même puisqu'il y a une transformation, pour la halachot de Shabbat, ça s'appelle une transformation. Et donc il y a eu un changement d'état. Et donc ça répond à la condition, et c'est Melechet Bichoul. Contrairement à, par exemple, la halachot de la cuisson d'un goy. C'est-à-dire que si un goy cuit quelque chose, on n'a pas le droit de manger ce qu'il a cuisiné, même si c'est tout à fait cachère. Par contre, la compote de pommes, si un goy fait une compote de pommes, on a le droit de la manger. Pourquoi? Parce que c'était mangeable avant. On a interdit que quelque chose qui est amangeable à mangeable. Ça c'est dans la halachot de cuisson d'un goy. Mais dans Shabbat, c'est un autre critère. Shabbat c'est un changement d'état. Donc il y a eu un changement d'état ici. Si par exemple quelqu'un il cuisine quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de cuisiner. L'exemple qu'on a donné dans les cours d'avance, par exemple quelqu'un il cuit une pastèque. C'est bizarre. Donc sur ça on ne peut pas dire qu'il a transgressé la mélacha de Bichoul. Ça sera interdit par les Chachamim, comme on verra par la suite. Mais, c'est bizarre. Personne cuit ça. Donc, puisque son action, elle est bizarre, ça rentre dans la règle pour qu'on transgresse une mélacha, il faut que ce soit quelque chose de normal, pas quelque chose d'anormal. D'accord? Mais une chose qui est mangeable crue, le fait de la cuisiner, c'est pas quelque chose d'anormal. Il y a eu un changement d'état, et donc ça sera une mélacha. Encore un autre exemple, les liquides. L'eau. Si je prends de l'eau du robinet et que je remplis une marmite et je mets cette marmite d'eau sur le feu, mon eau elle va bouillir. Donc il faut encore un certain temps, il faut qu'elle boue. Une fois que cette eau elle est bouillie, il y a eu un changement d'état dans l'eau. Ça c'est un peu plus difficile à comprendre parce qu'on ne voit pas vraiment le changement. Mais il faut savoir que oui, il y a un changement. Et l'eau qui bout, c'est pas de l'eau qui n'est pas bouillie. Sur beaucoup de plans. Un exemple, par exemple, le Rishonim m'explique, c'est qu'une eau qui a déjà bouilli, elle va bouillir plus rapidement. Si elle refroidit, elle va bouillir beaucoup plus rapidement qu'une eau qui n'a jamais bouilli. Et les chimistes, ils doivent bien savoir ça, quelle différence entre une eau qui n'est pas bouillie et une eau qui est bouillie. Donc il y a eu un changement. Puisque maintenant cette eau, je l'ai faite bouillir, donc de passer de l'eau non bouillie à l'eau bouillie, ça s'appelle aussi un changement d'état. Plus difficile à comprendre, mais il y a un changement ici. Donc, c'est aussi Chaya Mishum Bichoul. D'accord? Quelqu'un qui prend de l'eau et qui la met. Pardon? Quelqu'un qui prend. Oui, moi je me demandais, c'est les changements d'état, c'est donc même quand c'est pas visible à l'œil nu? Eh bien, dans l'eau, oui. Et pour les autres aliments aussi? Pourquoi? Pour tous les autres aliments aussi? Pour les, j'ai pas compris. Pour les autres aliments, c'est valable aussi? Pour les autres aliments qui sont durs, non, il faut un changement d'état. Pour les aliments, il faut un changement d'état. Si c'est cru, il faut que ça soit cuit.
Si c'est mou, il faut que ce soit dur. Si c'est dur, il faut que ce soit mou. Dans tous les aliments et dans tous les objets. Dans les liquides, oui. Dans les liquides, un liquide, dans l'eau, par exemple, qui n'a pas été bouilli et que je fais bouillir, c'est un changement d'état. Malgré qu'on ne voit pas vraiment à l'œil nu. Mais c'est une eau trop. Une eau bouillie, ce n'est pas une eau normale. Une eau qui n'est pas bouillie. D'accord? Clair? On continue. Maintenant, on va un peu plus approfondir cette définition, puisqu'on est parti à la base de changer d'état un aliment, un objet. On a donné plusieurs exemples. Un objet, un aliment, un liquide. Maintenant, comme on a dit au début du cours, c'est que cette mélacha, elle est spéciale, c'est qu'elle demande un laps de temps. C'est une mélacha qui dure. Donc maintenant, bien sûr qu'il faut définir quel est ce laps de temps pour dire que j'ai transgressé la mélacha de Bichoul. D'accord? Quel est ce laps de temps? C'est-à-dire que s'il y a une transformation, combien de temps? Si par exemple je prends une pomme de terre et que je la cuis, à partir de combien de temps il faut pour dire que j'ai cuit ma pomme de terre? Parce que au fur et à mesure du temps, ma pomme de terre elle va se transformer. Donc qu'est-ce qui s'appelle que je rende changement? De quel changement on parle? Pour que ce soit un changement, il faut un temps. Combien de temps il faut que ça s'écoule pour dire que cette chose elle a changé? Donc si on prend l'exemple par exemple d'un aliment qui est cru, et que pour que ça soit cru, maintenant je suis en train de le cuire. À partir de quand ça va s'appeler que j'ai transgressé la mélacha? Alors la Gemara dit que c'est du moment où l'aliment il s'appelle Ma'achal Ben Deroussaï. C'est-à-dire quoi? On a expliqué que c'était un brigand. Il n'avait pas le temps, il avait beaucoup de vols à faire, très occupé. Donc il mangeait une nourriture qui n'était pas entièrement cuite. Mais puisqu'il mangeait, donc ça s'appelle que c'est mangeable. Donc puisque c'est mangeable, on peut dire qu'il y a déjà une transformation. Et donc, s'il y a une transformation, donc l'action de la mélacha a été atteinte. Puisqu'il y a déjà une transformation. Qu'est-ce qui s'appelle Ma'achal Ben Deroussaï? C'est quoi ce stade-là? Alors, il y a une discussion dans les Rishonim. Est-ce que c'est la moitié de la cuisson ou est-ce que c'est le tiers de la cuisson? Il y en a qui disent que c'est la moitié et il y en a qui disent que c'est le tiers. Donc comment on va trancher la halakha? Qu'est-ce que vous pensez? La moitié? La moitié ou le tiers? Ah, on en voit plutôt. La moitié ou le tiers? Vous voyez maintenant, hein? La moitié ou le tiers? Qu'est-ce qui est plus court? Quel est l'instant le plus court? Le tiers, c'est le plus court. Le tiers, ouais. Le tiers, c'est plus court. Quand je coupe un gâteau en trois, la part va être plus petite dans le tiers. Donc c'est un plus court. D'accord? C'est un temps qui est plus court. Donc si c'est un temps qui est plus court, et qu'il s'agit ici d'une mélacha qui est interdite par la Torah, donc on a un grand clair qui dit Safek de Oraïta la Khumra. Puisqu'on ne sait pas, on a un doute. Donc on va être plus mahmir. On va prendre l'avis le plus exigeant, c'est-à-dire le plus court instant. Donc c'est le tiers. D'accord? Donc c'est le tiers du temps. Dès que le tiers du temps, c'est-à-dire qu'on va prendre une cuisson d'une pomme de terre. Si une pomme de terre, on va dire qu'elle met un temps X pour cuire, chaque aliment, pour chaque aliment et chaque aliment, on regarde le temps qu'il faut pour cuire. Le tiers de ce temps qui s'est écoulé, j'ai transgressé la mélacha de Bichoul. Ça s'appelle Ma'achal Ben Deroussaï. Clair? Il y a eu une transformation ici. Ah, c'est vrai que c'est pas encore tout à fait mangeable, mais ça s'appelle que c'est déjà transformé. Moins que ça, ça s'appelle pas encore que ça a été transformé. Le quart, par exemple, du Bichoul, ça ne s'est pas encore transformé, j'ai pas encore transgressé la mélacha. Pour le pain, la Gemara a dit pour le pain, c'est si du moment qu'il y a une croûte qui se forme sur le pain. C'est-à-dire on rentre la pâte dans le four. Au début de la cuisson, ça reste encore pâte, ça reste encore blanc. Et puis, ça change de couleur. Ça commence à devenir croûte. Donc s'il y a une croûte qui se forme sur l'extérieur du pain, même si l'intérieur du pain il n'est pas encore bien cuit,
ça s'appelle qu'on a transformé. C'est comme le ma'achal ben deroussaï de la cuisson. D'accord? Ça, c'est pour les aliments, en général pour les aliments. Maintenant, pour les liquides, il y a un autre critère. Parce que pour un liquide, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'eau qui bout, l'eau qui n'est pas bouillie, on ne voit pas trop la différence. Donc là, ça va être un nouveau critère. Ce critère, il s'appelle Yad Soledet Bo. Yad Soledet Bo. Ça, c'est un théorème. C'est quoi Yad Soledet Bo? Traduction, la main qui ne peut plus supporter. Bo, ça veut dire à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai mis une marmite d'eau du robinet sur une flamme. Donc ça, c'est l'action. Mon eau va commencer à bouillir. À partir de quand on va dire que cette eau, elle s'appelle eau bouillante? À partir du moment où mon doigt, si je trempe mon doigt dans cette eau, mon doigt ne peut plus supporter la chaleur de cette eau. Ça s'appelle Yad Soledet Bo. Alors maintenant, ça c'est comme ça la Gemara nous dit. Si j'atteins ce degré, ça s'appelle que mon eau est bouillante et que j'ai transformé cette eau. Si je n'ai pas atteint ce degré, ça s'appelle que je n'ai pas encore transformé et que mon eau ne s'appelle pas bouillante et que je n'ai pas transgressé la mélacha de bichou. Maintenant, il y a une difficulté à définir quel est ce degré. Parce que si chacun va commencer à mettre son doigt, il y en a un qui va sauter à 40 degrés, il y en a un qui va sauter à 50, chacun il a un doigt différent, une peau différente. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc la Gemara elle dit que on prend, alors c'est bien sûr pas à exécuter ça, ce test, mais la Gemara elle dit c'est la chaleur, le ventre d'un tinoc, ben yomo, le ventre d'un bébé. C'est-à-dire que théoriquement, d'accord, bien sûr pas à exécuter, théoriquement, quel est le degré que le ventre d'un bébé ne peut pas supporter? Et ça, c'est tous la même, c'est égal, là, c'est tous les bébés, ils sont en général pareils, il n'y a pas de différence de peau et de personnages. Donc ça, à peu près, comment on évalue ça? On évalue les poskim, ils disent, c'est 65 degrés. 65 degrés. D'accord? Ça, c'est le degré de Yad Soledet Bo. Maintenant, il y a un deuxième avis qui explique différemment, qui dit que c'est le degré que je ne peux pas manger et boire normalement un aliment. Par exemple, je prends un thé. Si je bois ce thé-là comme de l'eau du robinet, ça s'appelle que ce n'est pas Yad Soledet Bo. Dès que je ne peux plus boire normalement, ça s'appelle Yad Soledet Bo. Pareil, un aliment. Un aliment, il sort du four. Je ne peux pas le manger normalement. Ça s'appelle Yad Soledet Bo. Dès que je peux le manger de manière normale, sans difficulté, sans sauter en l'air, c'est plus Yad Soledet Bo. Alors ça, bien sûr, le degré, il descend. Hein. C'est le degré qu'on arrive, d'après cette définition, c'est 45 degrés. C'est-à-dire, en général, un aliment qui est moins que 45 degrés, j'arrive à le manger normalement. S'il est au-delà de 45 degrés, là, j'arrive plus à le manger normalement. Donc, on a deux avis pour définir Yad Soledet Bo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel degré on va utiliser pour définir? Alors là, ça va dépendre de quoi il s'agit. Encore une fois, on revient avec le klal de la règle de Safek Deoraita la Khumra. C'est-à-dire que puisque ici il s'agit, d'accord, puisque ici il s'agit de définir quel est le degré qu'il faut que j'atteigne pour qu'un liquide s'appelle transformé, pour passer de l'eau à de l'eau bouillante. Alors là, on va prendre les degrés le plus bas, bien sûr, c'est-à-dire 45 degrés. D'accord? Comme ça, c'est l'avis à peu près de la majorité des poskim. Donc, c'est 45 degrés. C'est-à-dire que si j'atteins, encore une fois, je reprends l'acte, prendre de l'eau, mettre dans une marmite, l'approcher d'une source de chaleur, d'arriver à 45 degrés, dès que j'arrive à 45 degrés, j'ai transgressé la mélacha de bichoul. Mon acte, c'est de poser sur la flamme. Mais si c'est écoulé un temps, que maintenant on arrive à 45 degrés, alors là, c'est transgresser la mélacha de bichoul. Si maintenant, on va voir l'inverse, on va voir par la suite qu'une eau, même si elle a été bouillie, d'après la vie du Shulchan Aruch,
Si elle se refroidit, je n'ai pas le droit de la faire bouillir une deuxième fois. Donc maintenant, j'ai une marmite qui était, on va dire, à 100 degrés sur une flamme d'eau, déjà depuis en Shabbat. Si maintenant je l'enlève du feu, réfléchissez bien, ouais, cette question je vous demande. Si je l'enlève du feu, d'accord, alors j'ai le droit de la remettre. On va voir après, on va étudier quelles sont les conditions à ça. Mais théoriquement, sans rentrer dans les conditions, j'ai le droit de la remettre sur le feu tant que c'est encore bouillant. À partir de quel degré j'aurais plus le droit de la remettre sur le feu, cette marmite? Vous comprenez bien la question? Ou je répète? Tout le monde est avec moi ou pas? À partir de combien? 45? Alors je reprends la question. J'ai une marmite, vous voyez, j'ai une marmite à 100 degrés sur le feu. Je l'enlève du feu, je vais me faire un café, je l'enlève. Alors théoriquement, s'il y a quelques degrés, on va dire, c'est descendu à 96 degrés, j'ai le droit de la remettre sur le feu. Il y a des conditions, on va les voir par la suite. Mais théoriquement, on a le droit. Parce que c'est de l'eau bouillante et je remets de l'eau bouillante. Par contre, si maintenant cette eau-là, je reste comme ça, on va dire un quart d'heure, 20 minutes avec cette marmite en dehors du feu, alors elle descend maintenant, on va dire ça descend à 10 degrés, on va dire. Je reste un bon bout de temps et ça descend à 10 degrés, je ne peux plus la remettre sur le feu. Parce que je rebouille une deuxième fois à l'eau et donc c'est un problème de bichoul. Donc maintenant la question elle est à partir de quel degré j'aurai le droit de la remettre et à partir de quel degré de descente j'aurai plus le droit de la remettre, cette eau. Alors, à quel degré on considère que l'eau est encore bouillante alors? Voilà. Plus de 45 degrés. Alors, c'est pour ça que je dis bien réfléchir. Si je tiens l'avis que Yad Soledet Bo, une eau qui s'appelle bouillante, c'est 65 degrés, pas 45. On a dit qu'il y a deux avis. On ne sait pas comment définir. C'est très difficile à définir ce stade-là. Il y en a qui disent 45, il y en a qui disent 65. Alors en dessous de 65, on n'a pas le droit. Voilà. En dessous de 65, d'après cet avis, c'est bichoul. Donc tout dépend de quoi on parle. Si je parle que je suis de l'instant au froid du robinet, que je veux faire bouillir, alors là je suis mahmir, 45 degrés, ça s'appelle déjà bichoul. Parce que d'après cet avis, ça s'appelle de l'eau qui est bouillante. Mais si j'ai le cas inverse, de l'eau qui est bouillante à 100 degrés sur le feu, que j'enlève et que je veux remettre, alors là je vais aller de l'autre côté, je vais être mahmir et je vais considérer que c'est 65. D'accord? Tout dépend de quoi on parle. Dans les deux cas de figure, je vais toujours la khumra. Je reprends le même cas qu'on a dit tout à l'heure, rappelez-vous. On avait une difficulté. Le problème, c'est de définir. Hein, je reprends le quoi on parle ici. Le problème, il faut définir le temps qui s'écoule pour dire qu'il y a eu Melechet Bichoul. Dès que maintenant on a deux avis, il y en a qui vont dire c'est le tiers, il y en a qui vont dire c'est la moitié. Donc je suis toujours mahmir. Donc dès que j'ai dépassé le tiers, j'ai déjà transgressé. Donc pareil pour l'eau maintenant. L'eau, c'est ou 45 degrés ou 65 degrés. Donc tout dépend de quoi on parle. Si je fais bouillir, donc c'est 45 degrés, je prends le plus bas. Mais si je veux remettre, alors il faut prendre le plus haut, c'est 65 degrés. D'accord? Dans tous les cas de figure, puisqu'on parle d'une mélacha de bichoul qui est Minatora, dans ce qui est Torah, on va toujours la chomra. On prend toujours l'avis le plus strict, parce qu'on a un doute, on ne sait pas comment définir. C'est clair pour l'instant, il y a des questions? C'est bon? Alors on continue. On continue toujours à développer cette définition-là. C'est-à-dire, toujours on reste dans le même sujet. C'est-à-dire, changer d'état. Je reprends la définition, c'est changer d'état un aliment ou un objet par l'intermédiaire d'une source de chaleur. Donc, source de chaleur, pour l'instant, on ne développe pas ça. On parle d'une flamme, on va dire expliquer flamme, d'accord? Parce que même ça, on va voir qu'il y a beaucoup de détails là-dessus, qu'est-ce qui s'appelle source de chaleur. Pour l'instant, on ne complique pas, on va dire flamme. Donc sur cette flamme, je prends un aliment, un objet ou un liquide, je l'approche, donc c'est maintenant l'acte. L'acte, ça veut dire que je l'approche de la source de chaleur. D'accord? Ça s'appelle que j'ai fait l'acte, mais pour transgresser, il faut attendre. Parce qu'il faut un changement. Le changement, il ne se fait pas immédiat. Il faut attendre. Combien de temps il faut attendre? Pour un aliment, le fait que ça arrive au tiers de la cuisson. Pour
Un pain, il faut que la croûte se forme extérieurement. Et pour les liquides, il faut que ça atteigne Yad Soledet Bo, c'est-à-dire, comme la vie le plus strict, 45 degrés. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Maintenant, on continue à développer encore une fois. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je prends une marmite avec un aliment cru que je pose sur le feu pendant Shabbat? On va dire qu'il y a une pomme de terre. Et c'est sûr qu'en 5 minutes de cuisson de pomme de terre, ça n'arrive pas au tiers de la cuisson de la pomme de terre. Et que je l'enlève après 5 minutes. Est-ce que j'ai transgressé la mélacha de Bichoul? Oui ou non? Bah non. Non, malgré que j'ai fait l'acte. Mais j'ai pas, on va dire, j'ai pas atteint le temps qu'il faut, il n'y a pas eu de changement. Donc s'il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas de mélacha. Mais là maintenant, par exemple, on prend un liquide. Pareil, j'ai un liquide, j'ai de l'eau qui est à, je sais pas, c'est la température d'un robinet, 5 degrés, 10 degrés. Et je mets ça sur le feu, j'attends 5-10 minutes, c'est devenu à 30 degrés. Je l'enlève après 30 degrés, d'accord? Est-ce que j'ai transgressé la mélacha de Bichoul? Non, je n'ai pas atteint 45 degrés. Maintenant, j'ai une bouteille que je sors du congélateur. Et on ne peut pas boire, c'est un bloc de glace. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette bouteille-là, je l'approche d'une flamme, et j'attends que ça se transforme et que ça arrive à 10 degrés, 15 degrés, je bois de l'eau normale. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non. Pourquoi? Parce que le corps s'est transformé. Il a Alors. transformé la glace en eau. Alors, dans quel interdit ça rentre ça? Dans l'interdit du changement d'état. Changement d'état, c'est quel mélacha? La cuisson. C'est Bichoul? La cuisson, bichou. Alors, est-ce que ça rentre dans la définition qu'on vient d'expliquer tout à l'heure? Là, je suis passé de moins 10 degrés à 20 degrés, on va dire. Oui, mais on est passé d'un état de glaçon à un état d'eau, un état liquide. D'un état de glaçon à l'état liquide. Ah, ça, j'ai L'état pas. solide à un état liquide. Bah oui, c'est du dur au mou. Ah, j'ai pas pensé à ça. Donc ça va pas. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça, une seconde. C'est vrai que l'état glaçon et l'état liquide. C'est qu'il faut que je réfléchisse, est-ce qu'il y a Bichoul là-dessus? Est-ce que ça s'appelle Ça va, transfert? c'est très compliqué. Apparemment oui, je vais vous confirmer ça la semaine prochaine, mais apparemment oui. Alors venez, je change la question. C'est une bonne remarque. Je change la question. Je prends une eau du frigidaire. D'accord? Qui est... Ah, c'est une bonne remarque. Il y a Choliot que c'est Bémet Melechet Bichoul. Il faut que je réfléchisse à ça, parce que je vais réfléchir à ça, d'accord? Laissez-moi réfléchir une semaine. Et je prends de l'eau qui est du frigidaire. Je rectifie ma question. Je prends une eau du frigidaire qui est à, on va dire, à l'eau fraîche. D'accord? L'eau fraîche à 2 degrés. Je mets ça sur une flamme, j'approche ça d'une flamme, et ça arrive à 20 degrés. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Là, Oui, on n'a pas transformé. on n'a pas transformé. Il n'y a pas de Melechet Bichoul. On n'a pas atteint 45 degrés non plus. Voilà. On n'a pas atteint 45 degrés, donc on ne s'appelle pas changer. D'accord? Alors, il faut savoir que les Chachamim interdisent de faire cette action. Pourquoi? Parce que je risque d'oublier. Si j'oublie ma bouteille là-bas, elle va arriver à 45 degrés. Hein? Ça va finir par cuire. Ça va pas avoir bouillir. C'est-à-dire, pardon? Je disais, l'eau va finir par bouillir au bout d'un certain temps. Voilà. Ça va s'évaporer. Voilà. Et là, il y aura changement d'état. Voilà, il va y avoir un changement d'état. Et donc rétroactivement, lorsque j'ai approché ça, il y a l'action de Bichoul, il y a le temps qui s'est écoulé, toute la mélacha va se faire. Maintenant, moi j'ai l'intention d'enlever ça avant que ça arrive à 45 degrés. Alors, l'action elle-même, elle n'est pas problématique, parce que j'ai pas changé, parce que je ne suis pas arrivé à 45 degrés. Mais, voilà, on risque d'oublier. Donc là, Chachamim, ils ont fait une barrière, ils ont dit on fait pas, on n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'on risque d'oublier. Donc c'est une xéra, de peur que ça arrive à 45 degrés, de peur qu'on transgresse la mélacha. D'accord? Mais en tout cas,
La transformation qui s'est faite d'eau fraîche du frigidaire à de l'eau de température ambiante, cette transformation, c'est pas melechet bichoul, même si j'utilise une source de chaleur. C'est pas bichoul. Pareil pour un aliment, de cuire un aliment de 0 degré de cru à un quart de la cuisson, même s'il y a une transformation ici qui s'est faite. Mais c'est pas une melechet bichoul. Ça s'appelle en hébreu chatsi melacha. La melacha n'a pas été encore remplie dans ces conditions. La transformation ne s'est pas faite. Donc il n'y a pas de chiyuv. D'accord? Maintenant, venons, on voit une nouvelle étape. Donc on a parlé maintenant, par exemple, de l'étape de cru à un tiers, ou bien dans l'eau de 0 à 45. Après, on a parlé de l'étape de 0 à moins que 45 et de cru à moins que un tiers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un aliment avant Shabbat qui a été cuit déjà avant Shabbat, le tiers de sa cuisson? Et que maintenant je prends cet aliment, je le mets dans une marmite et je termine la cuisson. Je termine les 2 tiers qui restent et mon aliment devient parfaitement cuit. Est-ce que ça s'appelle que j'ai transgressé la melachat bichoul? Il y a eu une transformation qui s'est faite, mais ce n'est pas la transformation de base qu'on a parlé au début. C'est-à-dire, il y a une transformation qui s'est faite, mais ce n'est pas bidiouk la même chose. Passer de 1 tiers, de terminer les 2 tiers et de cuire complètement, en hébreu ça s'appelle kol sorko, selon tout son besoin, c'est la vraie bijoul. C'est pas comme prendre quelque chose de cru et de le cuire à 1 tiers de sa cuisson. Pourquoi? Parce que là, la transformation, c'est passer de cru à mangeable. Tandis que là, ce que je suis en train de faire, c'est de manger de mangeable difficilement à mangeable normalement. Alors la question, elle est-ce qu'on va dire aussi que de 1 tiers à cuire pleinement, c'est-à-dire en la chambre de Gemara, Ma'achal ben derusai a mevushal kol tzorko, traduction Ma'achal ben derusai, c'est le fameux tiers qu'on a vu, et kol tzorko, c'est cuit pleinement. Cette transformation, alors il y a une discussion dans les Rishonim, là on tranche, que ça s'appelle aussi melechet bichoul. C'est-à-dire que tout le temps que c'est pas arrivé à la cuisson pleine de la chose, toute action que je vais faire, que je m'approche de la cuisson pleine de cette chose, ça rentre dans la melacha de bichoul. Clair? Malgré que dans la définition on a dit que transformer c'est de passer de cru à 1 tiers. Mais quand même, toute chose que je vais faire pour approcher la cuisson, c'est rentre dans la catégorie de chiyuv, de melechet, de bichoul. Tant que ce n'est pas arrivé à la cuisson pleine. Donc on va donner plusieurs exemples. Voilà. Si par exemple j'ai mis un aliment, une marmite crue, 2 minutes avant Shabbat. Je l'ai posé sur le feu. D'accord? D'abord, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? On va dire que je l'ai posé sur la plata de Shabbat. Un aliment, une marmite avec un aliment qui est totalement cru. Est-ce que j'ai le droit de faire ça et ça va se cuire pendant Shabbat? J'ai un aliment, j'ai une marmite qui est avec un aliment totalement cru. Je pose ça 2 minutes avant l'entrée de Shabbat sur la plata. J'ai le droit de faire ça ou pas? Ça va se cuire pendant Shabbat. Ben oui, on a le droit. On a le droit. Pourquoi on a le droit? Parce que... C'est avant Shabbat. Voilà, l'action, comme on l'a dit tout à l'heure. Définition de l'action, c'est poser sur l'action, elle s'est faite avant Shabbat, donc il n'y a pas de problème. Même si ça va se cuire pendant Shabbat, c'est pas mon problème. On va faire selon l'action. D'accord. Maintenant, j'ai envie de voir quel est l'état de mon plat, là, de ma daf. J'ouvre le couvercle pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On est vendredi soir, 1 heure après l'entrée de Shabbat. Donc, si j'ai fait un plat avec des pommes de terre et de la viande rouge, ça ne met pas 1 heure pour cuire ça met plus qu'1 heure. Sur une plata en plus. Donc, maintenant, j'ouvre mon couvercle. Est-ce que j'ai le droit de refermer le couvercle? Ça arrive des fois. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai le droit de refermer le couvercle? Clair, le cas il est clair? J'ai mis quelque chose de cru 2 minutes avant l'entrée de Shabbat.
1 heure s'est écoulée et j'ai un plat qui met au moins 2-3 bonnes heures pour cuire comme il faut. Maintenant, moi, je suis après l'entrée de Shabbat, on va dire même une demi-heure, j'ouvre le couvercle, je regarde je vais voir un peu si c'est bien, si ça commence à cuire, si tout est en ordre, et je referme le couvercle. Je prends le couvercle, je l'enlève et je le remets. Est-ce qu'il y a un problème dans ce que je fais? On diminue la température. La température, elle ne bouge pas, c'est sur la plata. Non. Moi, je ne touche pas la marmite. Juste, Non, mais le fait d'enlever le couvercle, ça apporte de la fraîcheur au plat. Le fait d'enlever le couvercle, apparemment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'enlever le couvercle. Pas de problème. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Le problème, c'est de remettre le De couvercle. vérifier, j'ai compris. De vérifier, c'est comme si on participait à la cuisson. Ah non, non. Alors, vérifier, c'est-à-dire vérifier. Regarder au-dessus de la marmite, il n'y a pas de problème. J'ai rien fait, je regarde. On ne cuit pas avec les yeux. On mange avec les yeux, peut-être, pas cuire. Ouais, y a pas de, on ne cuit pas avec les yeux. Le fait de regarder, ça ne s'appelle pas participer à la cuisson. Le fait d'enlever le couvercle, il n'y a rien qui se passe par rapport à l'aliment. À l'inverse, ça peut mettre plus de temps à cuire. Le problème, il est de remettre le couvercle. Au moment où je remets le couvercle, le fait de recouvrir, d'accord, c'est un état qui va accélérer la cuisson de mon aliment. Parce que si ça restait découvert, ça aurait mis plus de temps à cuire que s'il y a un couvercle. D'accord? Donc là, remettre le couvercle, ça s'appelle participer à la cuisson et ça s'appelle accélérer. Et mon aliment n'est pas encore arrivé à Kol Sorko, à sa cuisson finie. Donc là, c'est un problème, on ne peut pas remettre le couvercle. Clair? Mais même si ça dure très peu de temps, Même si ça dure très peu de temps. Même si c'est très peu de temps, peu importe, étant donné que mon aliment n'est pas encore arrivé à son stade final de cuisson, le fait de remettre le couvercle, ça s'appelle une accélération de la cuisson. C'est le but du couvercle d'ailleurs. Bah oui. Donc si le couvercle est resté fermé comme ça depuis l'entrée de Shabbat, donc moi j'ai rien fait, C'est d'accélérer la cuisson. ça va accélérer. Oui. On va prendre un cas plus facile, là, j'ai commencé avec un cas compliqué. Mais je n'avais pas réfléchi au but du couvercle. Pas? Je n'avais pas réfléchi à la fonction du couvercle, tout simplement. Vous n'avez pas compris encore le cas du couvercle? Je disais, je n'avais pas réfléchi à la fonction Ah. du couvercle. Ouais. Le problème il est... Et accélérer la cuisson. Voilà, le problème il est de remettre le couvercle. Le problème n'est pas d'enlever le couvercle. Le problème n'est pas de regarder. Le problème est de fermer la marmite. On va prendre un cas plus simple. J'ai un aliment, on va dire il n'y a pas de couvercle. D'accord? Il est à découvert. Et que mon aliment n'est pas encore cuit pleinement. Je prends une cuillère de bois là, des cuisiniers et que je remue. Ça, on n'a pas le droit. Mon aliment, il est sur le feu, je n'ai pas posé. Tout à l'heure, on a dit que l'action de Bichoul, c'est poser sur le feu un aliment cru. Là, mon aliment, ma marmite, elle est déjà posée depuis avant Shabbat. Je prends juste une cuillère et je remue. On peut prendre des aliments pas crus et changer. Il faut changer de place les aliments. Alors justement, c'est ça que je suis en train de parler. Je suis en train de remuer. Qu'est-ce qui se passe quand je remue? Certains aliments moins cuits vont passer au fond et ils vont cuire. Donc on participe à la cuisson. Voilà, tout à fait. J'ai par exemple une pomme de terre qui est à la surface. Quand je veux remuer, qu'est-ce qui se passe? Ma pomme de terre, elle va descendre, elle va se rapprocher plus du bas que du haut. Donc ça va cuire plus rapidement. Donc j'ai participé à la cuisson et ça rentre dans mes lechet bichoul. Ça s'appelle en hébreu megis. Megis. La Mara a dit, j'ai dit que celui qui est megis, il est chayav de bichoul, puisqu'il participe dans la cuisson tant que c'est pas encore arrivé à la cuisson totale de l'aliment. Maintenant, même bouger la marmite, on va dire qu'il y a une plaque sur le feu, il y a plusieurs flammes, d'approcher de la marmite, maintenant ni je referme le couvercle, ni je remue, juste je bouge la marmite vers une flamme qui est plus puissante. Oui, on va dire une plata, en général les platas, ils sont, la chaleur elle est homogène un peu partout, quoique c'est pas dans toutes les platotes. Mais naïd que j'ai, au lieu de la plata, j'ai une plaque comme ça sur des flammes. J'ai une petite flamme, une grosse flamme. J'ai mon aliment qui est avant Shabbat, pas totalement cuit. Sur une petite flamme, je bouge
Pas je soulève et je repose. Je bouge d'une petite flamme à une grosse flamme. Pas droit non plus. Ça aussi pareil, exactement. La cuisson. Ça aussi c'est Melechet Bichoul. Donc en deux mots, dès que mon aliment n'est pas encore cuit, toute action que je veux faire pour accélérer la cuisson, ça sera Melechet Bichoul. Mais est-ce que ça veut dire qu'un plat déjà cuit complètement, on aurait le droit de le remuer pendant Shabbat? Ah, là je ne suis pas arrivé à ce stade encore. Bonne question. Là je suis au stade, encore une fois. Pour l'instant, quel stade on a vu? On a vu le stade de cru à moins qu'un tiers. On va dire de cru à un quart. Ça on a dit qu'on n'a pas transgressé, et on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre de peur qu'on oublie. Après on a parlé du stade de cru à un tiers, que ça c'est la définition de la transformation et qu'on a déjà transgressé la Melacha Bichoul. Maintenant on est en train de parler de un tiers à cuisson complète, c'est-à-dire que je complète les 2 tiers, ou bien dans de l'eau, on va dire de 30 degrés à 45 degrés. D'accord? Je termine dans la cuisson, c'est plus pratique. C'est-à-dire que je termine la cuisson. Après, il va falloir par la suite, on va voir, je ne sais pas si on a le temps aujourd'hui, mais on va voir, c'est un aliment qui est déjà complètement cuit. Alors là, est-ce que le remettre sur le feu, est-ce qu'il y a bichoul ou pas, remuer, ou remettre sur le feu, ou fermer le couvercle? D'accord? Ça c'est un nouveau, ça c'est par la suite, on va voir. Maintenant, je reviens à un aliment qui est par exemple, qui est arrivé on va dire à la moitié de sa cuisson. D'accord? Comme ça depuis avant Shabbat. Si j'augmente la flamme en bas, quel interdit j'ai fait? Allez, en augmentant la flamme, je vais accélérer la cuisson. Quel interdit j'ai fait? Ou plutôt une question, on va mieux préciser la question. Combien d'interdits j'ai fait? Le bichou s'est transformé, l'éteint. Alors c'est sûr que si j'augmente la flamme, j'accélère la cuisson. Et mon aliment, il n'est pas encore cuit. Donc il y a bichoul. Quel autre interdit il y a? Augmenter la flamme, c'est tout l'interdit celui-là. Voilà. Augmenter la flamme, c'est une autre interdiction, comme on a dit au début du cours. C'est une autre interdiction. C'est consumer. C'est Melechet Mav'ir. D'accord? Quand j'augmente la flamme, qu'est-ce qui se passe quand dans ma cuisinière, je bouge le bouton? Je rajoute du gaz. Donc je consume plus de gaz. Parce que j'ai élevé la flamme. Pourquoi la flamme elle augmente? Parce qu'il y a eu plus de gaz. Donc je consume plus de gaz, ça c'est un autre interdit. Qui n'a rien à voir avec Bichoul. C'est l'interdit de la gaz. Donc si maintenant j'ai une marmite, avec un aliment qui n'est pas encore totalement cuit, et que j'augmente la flamme, on va dire que j'ai envie maintenant de manger ce repas, le soir il y a des invités, et j'ai changé de menu. J'ai pris le menu du matin pour le menu du soir. Et donc maintenant il n'y a pas le temps, donc j'augmente ma flamme. Pour être sûr que dans 1 heure ça va être cuit. Alors il y a 2 problèmes. Il y a le problème d'augmenter la flamme qui est Melechet Mavir, et il y a le problème d'accélérer la cuisson de l'aliment. Ça aussi c'est Melechet Bichoul. D'accord? Maintenant on continue. Dernier stade qu'il y a. Tous ces stades-là, ça rentre dans, tous les stades qu'on vient de voir, ça rentre dans transformer. D'accord? Dans transformer le changement d'état de l'aliment. Maintenant, si j'ai un aliment qui est déjà cuit complètement, il a cuit complètement l'aliment. Est-ce que j'ai le droit de mettre ça sur la plata? D'accord? En fait, qu'est-ce qui va se passer quand un aliment est cuit? On va dire j'ai du poulet. Avant Shabbat, mon poulet a cuit totalement. Pas les 2 tiers, pas le tiers, pas la moitié, pas le quart, rien, complètement. Maintenant, je mets ce poulet, je le réchauffe, je prends un plateau, je le mets sur la plata. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ben oui, il y a tout changement d'état. Voilà. Par contre, il y a un intérêt à faire ça quand même, c'est de réchauffer. Mon poulet, il est froid, je sors du frigidaire et maintenant je le chauffe. Mais le fait qu'un aliment est complètement cuit et de le réchauffer, réchauffer un aliment, ça ne s'appelle pas le transformer. Donc si ça ne s'appelle pas le transformer, donc ça ne s'appelle pas le cuire, ça s'appelle le réchauffer. Réchauffer un aliment, ce n'est pas une mélacha. La mélacha, c'est de transformer un aliment.
cru à cuit. Ça s'appelle en hébreu, on a déjà vu ça dans la Melacha de Tochen, mais on le revoit dans Bishul. En Bishul, Achar Bishul. Vous avez déjà entendu cette phrase? En Bishul, Achar Bishul. En, il n'y a pas. Il n'y a pas de deux Bishulim, il n'y a pas de deux cuissons. Il n'y a pas une cuisson après une cuisson. Si c'est cuit, c'est cuit. Quelle est la logique à cette... Quelle est la logique? La logique, elle est comme ça. Si je prends par exemple un aliment, d'accord? Si on pose la question, si on va toujours d'après la définition qu'on a dit à la base, c'est ramollir un aliment qui est dur. Un poulet qui est cru, il est dur, je le ramollis. Même si je le remets sur la flamme ou sur la source de chaleur, il risque encore plus de se ramollir. Donc il va avoir aussi une transformation. Seulement. Il est déjà cuit. Voilà. Personne ne cuit une deuxième fois un aliment qui est déjà cuit. Donc on rentre dans la catégorie que je suis en train de faire quelque chose qui est très bizarre. Personne cuit, une fois que c'est cuit, on mange. Personne, une fois que c'est cuit, va refaire cuire. Mais des fois, quand on refait cuire, ça améliore aussi les aliments. Ah, et ça... du coup, ça change un peu le plat. Très bien. Ça améliore pourquoi? Parce que c'est chaud. Pourquoi quelqu'un réchauffe? Pourquoi quelqu'un, il a un plat qui est déjà cuisiné dans son frigidaire? Pourquoi il met ça dans le micro-gale avant de manger? C'est cuit à point. Pourquoi il met ça dans le micro-gale et pourquoi il met ça dans le four ou dans une marmite? Parce qu'il n'a pas envie de manger froid. Pas parce que c'est pas cuit. Vous voyez la différence? Oui. Donc, vouloir que manger chaud, cette transformation-là de manger froid, de passer de l'état de manger un plat froid, ben, c'est pas agréable. Il faut manger chaud. D'accord? C'est une des choses très importantes le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'on a tout à la faute comment utiliser la plata et faire chauffer. Manger chaud le jour du Shabbat, c'est important. Donc il faut manger chaud. Mais de passer de l'état de froid à chaud, ça ne s'appelle pas transformer. Non, là, c'est pas de froid à chaud. C'est que des fois, quand on laisse les plats cuire plus longtemps, mijoter, même s'ils sont déjà complètement cuits, ça les améliore au goût. Alors la question, elle est comme ça. Mijoter, quel est l'instant de base? Quand c'était à la base, on va dire que c'était déjà cuit complètement? Oui. Alors le fait de mijoter, même si c'est vrai qu'on mijote, mais il n'y a pas de transformation. Ça veut dire, si je regarde, peut-être dans le goût, il y aura une transformation. Peut-être. Mais dans l'état de l'aliment qu'on a en face de nous, il n'y a pas de transformation. Si je décide, par exemple, d'accord? Dans la définition qu'on a vue, par exemple, on dit que j'ai quelque chose de cru, je passe de cru à cuit. Un poulet qui est cru et un poulet qui est cuit, c'est très différent, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc là, j'ai transformé mon poulet. Mais un poulet qui est déjà cuit à point et que je décide de mijoter. Alors un poulet qui est mijoté et un poulet qui est cuit, ça ne s'appelle pas que je l'ai transformé, mon poulet. D'accord ou pas? Oui, d'accord. Maintenant, pourquoi je décide? Peut-être que Bémet, on va décider que mijoter, ça s'appelle une transformation. On peut soumettre qu'un plat qui est mijoté, c'est transformé, c'est pas un plat qui n'est pas mijoté. Alors là, pour répondre, on peut dire oui, c'est une différence. Seulement, on se réfère dans la Melachot de Shabbat au Mishkan. Ça, c'est la première, tout début du shiur. C'est le Mishkan qui va nous définir qu'est-ce qui s'appelle une action qui est interdite ou pas. Ça, c'est une question de base, en fait, cette question de à toutes les Melachot. D'accord? On a posé, dans les cours d'introduction, on a expliqué ça. Quelqu'un qui allume un petit interrupteur, c'est un instant, c'est un acte qui est très banal. Et quelqu'un qui pousse un meuble qui pèse des tonnes, c'est quelque chose de très dur. Déplacer le meuble, c'est permis Shabbat. Allumer sur l'interrupteur, c'est un interdit. Donc, où sont les bases là? Qui c'est qui va nous définir qu'est-ce qui s'appelle un aliment, un acte interdit ou pas? La réponse, c'est la construction du Mishkan. Donc, si on se réfère à la construction du Mishkan, pour obtenir de la peinture, on avait à la base des graines de couleur. Donc, on est d'accord que graines de couleur et peinture, c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est ça le point de repère de la Melacha de Bishul. Donc, dans un aliment cru, ce sera
passer de cru à cuit, à un tiers de la cuisson comme on a vu, et même rajouter jusqu'à ce que ça devienne cuit. De passer de cuit à mijoter, ça ne ressemble pas à prendre des graines et à fabriquer de la peinture dans le changement. Donc ça s'appelle en bishul achar bishul. Et donc il n'y a pas d'interdit. D'accord? Maintenant, bien sûr, comme on a parlé d'un cas précis qui s'appelle mijoter par exemple, d'accord? Pas mijoter, faire réchauffer un plat qui est froid, qui est déjà cuit et froid. Donc là, tout ce que j'en ai dit qu'on a le droit, c'est ce stade-là, une fois que c'est déjà arrivé à Kol Sorko, et de le faire réchauffer, c'est-à-dire de le continuer à le mettre sur le feu, ça, on a dit que par rapport à la Melachat Bichoul, il n'y a pas d'interdit. Mais on va étudier par la suite, je dis au début que je ne mélange pas plein de notions en même temps, comment on fait ça? C'est pas permis dans tous les cas. Pas à cause de la Melachat Bichoul, à cause d'autres problèmes. Comment on réchauffe? Est-ce que j'ai le droit de mettre ça sur une flamme directement? Est-ce que j'ai le droit de mettre ça sur une plata? Comment on réchauffe? De quelle manière on réchauffe? Ça, c'est un sujet qu'on va évoquer par la suite. Mais théoriquement, maintenant, je parle. Je suis toujours encore dans l'explication de la définition de qu'est-ce qui s'appelle un changement. Réchauffer un aliment froid, cuit, ou bien même, qu'on vient de parler tout à l'heure, un aliment qui est chaud et cuit et que je veux faire mijoter, toutes ces étapes-là, il n'y a pas du tout de melechet de bichoul. Que je referme le couvert ou que je remue, tout ça, il n'y a pas de melechet de bichoul. Dans certains cas, ça peut être problématique à cause d'autres problèmes. Bon, je ne veux pas évoquer maintenant pour pas qu'on se perturbe. Maintenant, un autre cas. J'ai une marmite de soupe qui se trouve sur ma flamme. On va dire à l'entrée de Shabbat. Cette marmite-là, il y a de la soupe bouillante à, on va dire, à 80 degrés. Donc elle est déjà cuite. D'accord? D'après la définition qu'on a dit, 80 degrés, c'est Yad Soledet Bo d'après tout le monde. Et maintenant, je décide de mettre des croûtons dans cette soupe. Maintenant, ma marmite, elle se trouve sur la flamme. D'accord? Pour l'instant, on ne rentre pas encore aussi dans les sources de chaleur. Je suis en train de parler que cette marmite, elle se trouve sur le feu. Et que je mets sur la plata, on va dire. Et maintenant, je décide de mettre des croûtons dans cette soupe. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Non. Non. Pourquoi non? Les croûtons, déjà, ils vont changer d'état, ils vont passer de dur à mou. Alors, on revient encore avec l'histoire de passer de dur à mou. Non, alors écoutez bien. De passer de dur à mou, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, c'est encore une fois, c'est le pain. C'est-à-dire que je rentre une pâte qui est molle, d'accord? Et je la mets dans le four, j'obtiens du pain. Donc ce pain, il était immangeable, et maintenant ce pain, il devient mangeable. Ça s'appelle transformer. Là, c'est du pain déjà cuit, mais dur. Là, le croûton, c'est du pain qui est déjà cuit. D'accord? Donc le fait de le mettre dans ma soupe, il va juste... c'est vrai qu'il va devenir mou, mais ça ne s'appelle pas le ramollir de la définition. Vous comprenez ou pas? Ça revient exactement, cette question-là, je ne sais pas explicitement, mais cette question, c'est la même question que la dame a demandé tout à l'heure avec l'aliment que je veux mijoter. C'est encore le même principe. C'est vrai qu'il y a un changement, sinon je n'aurais pas posé la question. Bah, ok, il y a un changement. Mais ce changement, il ne rentre pas dans la définition de Melechet Bichoul. Parce que pour entrer dans la définition, il faut un vrai changement. Et ce changement chez le Mishkan, c'est comme les grains pour faire de la peinture. Donc ça sera un aliment qui est cru, qui devient cuit. Ce sera de l'eau qui n'est pas bouillie, qui devient bouillie. Ce sera de la pâte crue, qui devient du pain. Ça, c'est un changement. Donc je reviens à ma question. Est-ce que je peux mettre les croûtons sur ma soupe qui se trouve sur la plata qui est bouillante à 100 degrés? Tout le monde dit oui? Non. Qui c'est qui dit non? La température des croûtons va changer, mais je n'arrive pas à comprendre. Ah, qui a dit non? J'ai entendu un homme dire non, là. Parce que je vois personne. Je vous rappelle. C'est le mari de Myriam. C'est? Non. C'est qui? Oui, qu'on n'a pas le droit. Alors pourquoi non? Pourquoi non? Safia. Non, mais les croûtons ne sont pas à la même température que l'eau. Les croûtons, ils sont cuits. Quand je dis croûtons, on est d'accord, on est tous d'accord que les croûtons, ils sont déjà cuits. La droite? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit non, je voudrais qu'il m'explique pourquoi non.
J'ai pas dit qu'il n'a pas raison. Moi, je dis que c'est à cause de la température. C'est pas la même puissance. C'est pas La même puissance. la même puissance. Non. Une fois c'est Atiya, une fois c'est Bichoul. J'ai pas compris. C'est-à-dire que mon croûton, qu'est-ce qui se passe quand il est dans ma soupe? Ça devient un croûton qui devient tout mou. Non mais les crotons c'était Atiya. Ah, il a fait, ouais. Et alors? Et moi je sais un peu, hein, je connais. Mais c'est... Moi, je vois quelqu'un qui a déjà étudié la croix de Bichoul. Ouais. Et l'autre c'est Bichoul. Voilà. Alors, je vais expliquer ce qu'il dit. Rappelez-vous au début du cours. L'un qui se ramollit et l'autre qui... Rappelez-vous au début du cours, on a dit qu'il y a plusieurs modes de cuisson. Il y a un mode qui s'appelle cuire. Cuire, c'est-à-dire cuire avec de l'eau bouillie. Ça s'appelle bichoul. Il y a un mode qui s'appelle faire un steak à la hèche. Ça s'appelle griller. Il y a faire du pain. Ça s'appelle enfourner. Et il y a frire. Frire, c'est tigoun. C'est différent tout ça. Dans Shabbat, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui frit, ou qui grille, ou qui cuit, ou qui... c'est la même chose. Dans tous les cas, il est chayav. Mais par exemple, dans une chod brachot, par exemple, il y aura des différences. Un beignet, c'est mésonote, et un pain, c'est motzi. Vous voyez la différence? Dans Ilchot Issour, il y a plein, dans d'autres sujets dans la Torah, il y a des différences, des très grandes différences entre les deux. Donc, la question, elle est comme ça. Changer de mode, est-ce que ça s'appelle bichoul? C'est-à-dire, par rapport à la transformation, comme on l'a dit tout à l'heure, ramollir un croûton, le fait de ramollir le croûton, c'est pas une vraie transformation par rapport à le fait que, si je vois le fait que je ramollis, comme on a expliqué tout à l'heure. Mais le fait de changer de mode, c'est-à-dire que le croûton, j'ai fait enfourner, comme ça j'ai obtenu le croûton. Maintenant mon croûton, il vient cuire. Je cuis mon croûton. Donc je change de mode de cuisson. Est-ce que le fait de changer de mode de cuisson, ça s'appelle une transformation? Vous comprenez ici ce qui se passe? Je change de mode de cuisson. C'est-à-dire, un croûton, ça se fait dans un four. On ne peut pas faire un croûton dans une marmite avec l'eau bouillante. Parce que dans une marmite d'eau bouillante, on cuit. Maintenant, je prends ce croûton qui a été enfourné, et après cet enfournement, maintenant, je le cuis. Donc, je change de mode. Donc, est-ce que le fait de changer de mode, ça s'appellera transformation, et ça sera interdit ou pas? Alors, cette question, à la base, c'est déjà dans les Rishonim. Il y a des Rishonim qui disent que c'est un problème, c'est Asur Mishum Mishul, et il y a des Rishonim qui disent non, c'est pas une acide transformation, il faut une vraie transformation de cru à cuit. Changer quelque chose qui a été cuit par un mode, de le transformer de mode, c'est pas une transformation. Donc c'est une grande discussion ça. Pour mieux comprendre cette définition, il n'y a pas longtemps, on est encore dans, même si on est Rosh Chodesh hier, mais on vient de passer Pessah. Ouais. Il y a 2 semaines c'était Pessah. Le soir du Seder, il faut manger de la matzah. Maintenant, il y a une halakha qui dit que si maintenant quelqu'un il est vieux, il a du mal à manger la matzah. Il n'a pas de dents. Ouais. Donc il a un gros problème de manger la matzah shmura, comme ça, dure. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il prend une marmite, il trempe sa matzah là-bas dans la marmite, il la laisse bien tremper. Bon, il n'est pas mahmir sur la matzah trempée. Et il décide de manger le kazaït, la mitzvah de manger le soir du seder de la matzah. Il décide de manger ce kazaït avec une matzah qui est cuite. Est-ce qu'il est yotse, est-ce qu'il est quitte de la mitzvah de manger de la matzah ou pas? Vous avez compris la question? Le soir du seder, pour se rendre yotse de la mitzvah de manger de la matzah, il faut prendre une matzah. Comment elle a été faite la matzah? Enfournée. D'accord? Une matzah, c'est au four. C'est pas, on ne cuit pas de la matzah. C'est au four. Maintenant, il a du mal à manger la matzah. Quelqu'un a du mal à manger la matzah. Il prend cette matzah, il la met dans une marmite bouillante, elle cuit. Donc, il a fait ramollir comme ça. Est-ce qu'il est quitte de la mitzvah de manger de la matzah? Alors, la halakha, elle dit qu'il n'est pas quitte. Parce qu'il faut manger de la matzah enfournée. D'accord? Il y a marqué dans la Torah, Vayofu et abatzek.
ils ont enfourné la pâte. Donc pour être quitte de la mitzvah de manger de la matzah les soirs du Seder, il faut que ce soit une matzah qui est enfournée. Si on la cuit, on perd le vrai goût de la matzah, on n'est pas quitte de la mitzvah de matzah. Donc voilà de cette halakha, ça c'est une preuve. Les rishonim qui interdisent de mettre les crotons, ils ramènent comme preuve ce din-là. Ils disent, tu vois, pourquoi on n'est pas yotzé? Parce que maintenant, c'est pas la vraie matzah. C'est-à-dire que si on cuit derrière un enfournement, en hébreu, c'est si je fais bichoul après afia, j'ai changé l'état, et donc, c'est une transformation. Voilà la preuve, c'est qu'on n'est pas yotzé avec une matzah qui a été cuite après un enfournement. Vous avez compris tous la preuve? Oui? Les autres rishonim, ils disent, ça n'a rien à voir avec Shabbat, ça. Ça a à voir avec Pessah. Pessah, il faut, pour se rendre quitte de la mitzvah de la Torah de manger le soir du Seder de la matzah, il faut manger une matzah qui est enfournée. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas quitte si on la cuit derrière, parce qu'on a cassé, on a changé. Mais Shabbat, c'est des autres critères. Shabbat, ça n'a rien à voir. Shabbat, c'est transformer. Ça ne s'appelle pas transformer. Changer de mode, c'est pas une vraie transformation. Et les autres rishonim, ils disent changer de mode, oui, c'est une transformation. Voilà la preuve, on n'est pas yotzé. Donc c'est une discussion en fait. Comment on tranche ça? Quelle est la halakha maintenant? Alors là, ça va être, vous allez voir, dans Melechet Bichoul, on va avoir affaire avec pas mal de différences. On n'a pas encore vu assez, mais il n'y a pas beaucoup de différences dans tout l'Ilchot Shabbat. Mais là, on rentre encore une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. D'où ça vient ça? Pourquoi on fait des différences entre Sfaradim et Ashkenazim? C'est le Shulchan Aruch et le Rama, dans l'auteur du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il est possèque que ce n'est pas une transformation de passer de Afia à Bichoul. Donc d'après le Shulchan Aruch, j'ai le droit de mettre ces crotons dans une soupe bouillante. Ce n'est pas une transformation. D'après le Rama, qui est le possèque des Ashkenazim, lui il est plus strict sur ce sujet. Et donc, il considère ça comme une transformation. Donc cette discussion-là, à la base dans les Rishonim, elle arrive dans les Acharonim entre le Shulchan Aruch et le Rama, c'est-à-dire entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Donc un Ashkenaz qui veut boire de la soupe Shabbat et qui a avec des croutons, il ne pourra pas mettre ses croutons dans sa marmite. C'est un interdit de Bichoul. Et un Sfarad, il aura le droit. Clair? Voilà, ça c'est le sujet de Bichoul à Harafia. Donc on est toujours dans le stade d'une chose qui a déjà cuite. Est-ce que ça s'appelle transformation de changer le mode? Maintenant, il y a un troisième sujet, mais ça je sais pas, on va pas avoir le temps de voir aujourd'hui. On va laisser ça pour la Bezrat Hashem la semaine prochaine. C'est quelque chose qui est liquide. Une soupe. J'ai cuit avant Shabbat ma soupe et je la mets au frigidaire. Et Shabbat matin, je vais prendre cette soupe et je la mets sur la plata. Donc au frigidaire, elle est à 5 degrés. Je la mets sur la plata, elle va arriver à 45 degrés. Est-ce que j'ai transgressé Bichoul ou pas? Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, on a parlé de l'eau du robinet que je décide de, pendant Shabbat, de bouillir. Là, c'est différent. Là, c'est une eau qui a déjà été bouillie. Seulement, ça a refroidi. Et maintenant, je réchauffe. Est-ce que réchauffer un liquide... Il y a une transformation quand même de l'eau. C'est... Il y a transformation. Alors justement, si... Alors, c'est ça. Est-ce que la soupe, elle est totalement liquide ou on a quand même des aliments dedans? Non. Pour l'instant, je traite c'est totalement liquide. Après, on verra les deux ensemble. D'accord? Pour l'instant, je traite que c'est totalement liquide. Une soupe. Ben non, on n'a pas droit. Mais tout à l'heure, on a parlé d'une soupe qui était... On a parlé, par exemple, de l'eau qui n'a pas été bouillie, que je décide de bouillir. Là, ma soupe, elle a déjà été bouillie, seulement elle a refroidi. Donc... Oui, mais là, elle a changé d'état en refroidissant. Une soupe qui est bouillie ou pas bouillie, apparemment, ça ne change pas d'état. Tout à l'heure, on a essayé d'expliquer quelle différence entre de l'eau bouillie et pas de l'eau qui n'est pas bouillie. Mais là, c'est une eau bouillie que je fais juste réchauffer. Là, c'est une soupe, il y a quand même du gras dedans de ce pain, il y a quelque chose qui... Non, moi, je traite que le liquide. D'accord? Sans quelque chose qui est de dur, un élément dur à l'intérieur. Liquide, totalement liquide.
Donc ça, c'est ce qu'on va traiter, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Parce que là, je vois qu'on a bien dépassé le temps. Mais ça, on va traiter ça la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a Bichoul, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu au début du cours, quand on a défini dans les liquides, on a dit quelque chose qui n'a jamais été bouilli, que je fais passer à 45 degrés. Donc quelque chose qui a déjà été bouilli, qui a refroidi, que je fais réchauffer. Est-ce que c'est comme les aliments qu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de Bichoul? Ou bien c'est différent? Et là, vous allez voir que ça va être l'inverse. Là, ça va être les Ashkenazim qui vont être plus indulgents que les Sfaradim. Il faut mettre un peu là, égaliser les côtés. Ouais. Là, ça va être différent. On va se perdre. Donc, il y a une marloquette, encore une fois, il y a une discussion. Est-ce que réchauffer un liquide qui a refroidi, est-ce qu'il rentre dans Melechet Bichoul ou pas? Et d'accord? Donc, on va voir ça là, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. En tout cas, maintenant, on a tout ça, tout ce qu'on a expliqué, tous les stades, c'était pour définir la définition de qu'est-ce qui s'appelle Melechet Bichoul, qu'est-ce qui s'appelle en fait changer d'état. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer aujourd'hui. La semaine prochaine, on terminera ce point avec l'art et on développera aussi qu'est-ce qui s'appelle source de chaleur. Ça aussi, c'est assez, il y a beaucoup de détails. Voilà. Donc, Shavuot Tov à tout le monde. Shavuot Tov. Merci, Rav, Shavuot Tov.